Salut les mecs, aujourd'hui on va démonter la suivante qui va être transformée en machine de rallye, à savoir la JQ E-Car RTR. Donc déjà après un bon coup de nettoyage, ça va clairement mieux. On se rend compte que l'engin est vraiment en super méga état. Cet engin évoluait sur une piste où roulaient des nitros, donc on avait de la terre bien grasse collée dans tous les coins, etc. Et là, comme vous pouvez vous constater, à part quelques rayures, il n'y a rien du tout. Donc on a un châssis qui fait penser un peu à S-Works au niveau de la finition, et un niveau par contre largeur, un peu plus dans le style Techno RC, sans la grosse découpe ici. Bien sûr, je pense qu'ils n'ont tout simplement pas fait pour pas avoir de problème de copie. Support de diff, fixé intéressamment avec 4 vis. Support moteur, il a 4 vis à lui tout seul. C'est assez étrange. Vous avez peut-être des soucis de stabilité vu que ce sont que des demi-coquilles et que cette pièce ici ne les tient pas ensemble, contrairement à beaucoup d'autres diffs où la platine supérieure aide le tout à rester en parallèle. Donc est-ce que c'était ils ont fait ça après avoir testé ou est-ce qu'ils ont pris de l'avance? Ce que j'aime bien sur cette JQ, c'est qu'on a toujours encore un réglage de hauteur pour les amortos. Donc là c'est pareil, on va faire comme si on était sur le terrain et qu'il fallait intervenir dessus. Contrairement à l'Audi, outillage standard métrique. Vous voyez, ça a été nettoyé, regarde, tu vois, regarde, pour te dire que ça se glisse partout. On a ici de la terre, remplie encore de petites particules d'essence. Un terrain bien engorgé par les nitros, tu vois. Ça passe même sous les vis, tu peux faire comme tu veux. Pare-choc devrait sortir, ouais, glisser en dessous. Tu vois, regarde, t'as des particules de partout, de bonne terre bien grasse. Nous avons ensuite deux circlips à l'avant, deux vis qui tiennent la cale de train et la cale de train qui ne sort pas. Voilà, ça c'est de la vis. Alors là, ils n'ont pas économisé, évidemment, ça se joue sur le poids. C'est déjà le gros axe qui pour tenir le triangle qui est pareil que ça. Donc je trouve ça peut-être un peu exagéré. La vis ne sort pas parce qu'il y a de l'autre côté un écrou nil stop qui est sorti. Tu as ici, il n'y a donc pas de souci. Ça c'est bien par contre parce que ça permet de pas avoir de problème avec le pas de vis foiré. Voilà, elle est bien sortie. Ensuite, tu enlèves un des deux circlips. Pas obligé d'enlever les deux. Les circlips, bon, c'est pas terrible d'un autre côté, ça fait le taf. Hein. Mais c'est assez marrant, on a remis là des nil stop et pour les axes ici des circlips. Ensuite, on va voir si ça va. On va pouvoir rentrer l'axe un petit peu pour s'il va en buter nulle part derrière, ça marche. Donc l'axe, on a pu le sortir par derrière, ce qui va nous permettre de basculer la cale de train ici sans être obligé de tout enlever. Voilà, tu vois, là aussi, gros nettoyage, mais sans démonter, impossible de faire vraiment propre. Donc là, on a libéré la demi-cellule, elle n'est pas prise dans le châssis, à la limite, il y a une empreinte dans le châssis et le diff qui sera un peu dedans. C'est ce qu'on va voir. On va donc ensuite enlever deux vis supérieures à la cellule. Le diff avant et central sont toujours ceux qui sont dans le pire état, surtout sur un brushless. La puissance arrive toujours de façon assez brutale, dès que l'arme enlève ça mouline de l'avant, surtout sur ce châssis typé compète où on roule avec des huiles très fluides pour rester hyper maniable. Donc ça ne va pas en enlevant que les vis avant, on va enlever aussi les vis arrière. Et ma foi, c'était collé. Alors, tu ne fais jamais levier sur les pièces qui sont entre, hein. Tu vas toujours là, ici on a l'espace du pare-choc. Donc là-dedans c'est vrai que c'est pas grave si tu fais une petite rayure. T'évites clairement par contre de te glisser là-dedans et d'abîmer la cellule. Voilà, et maintenant on va voir à l'intérieur ce qui se passe. Tu peux sortir le diff, c'est un peu serré mais ça passe. On
on a encore la graisse d'origine. Pas grand chose, hein. Roulement parfait état. La terre qui s'est glissée partout, même sur les portées de roulement, tu vois. Mais les roulements sont nickel. Et l'huile de diff aussi. On a vraiment une bonne sensation encore. On va l'ouvrir, voir à quoi ça ressemble là-dedans. La démultiplication indiquée dessus, puisqu'il y a des pièces options avec d'autres démultiplications. 43-13, ça fait un peu beaucoup pour un buggy. J'explique que malgré le pignon de 15, pas vraiment à fond. Et ben, origine, regarde, tu vois, il reste plus grand chose dedans. On n'a peut-être pas mis grand chose au départ non plus, puisqu'on n'a pas de fuite apparente ici, on n'a rien qui est sorti du diff. Par contre, on est en super état à l'intérieur, ce petit peu d'huile a fait le travail. Là, c'est clair, si on avait enchaîné par contre une dizaine de packs pour l'essai, à un moment, on aurait coincé. En tout cas, c'est propre, l'huile est propre, elle n'est pas cramée. Donc maintenant, savoir si quelqu'un d'entre vous en a un, il l'a déjà ouvert d'origine, est-ce que c'était rempli de si peu d'huile? Parce que l'huile est vraiment propre encore. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. En fait, j'ai l'impression que de toute façon, c'est un véhicule qui n'a pas roulé beaucoup. On va sortir le diff central. Là, ça va aller plus vite. Lui, j'ai déjà mis de l'autre huile là, pour aller faire l'essai parce que c'était pas possible avec le setup qu'on avait dessus. Ça par contre c'est super, tu vois, regarde, hop, tu enlèves 4 vis et tu as ton diff en main. La seule chose qui te coince encore, ce sont les cardans centraux. Faut jouer un petit peu, les aligner, hop, ça sort. On avait mis des petites durites pour éviter le jeu sur les cardans. Faites attention, ne mettez pas trop de cale parce que sinon vous allez faire des pressions sur les flexions du châssis au niveau des noix. Donc là, j'avais mis une petite goutte de 300 000 en plus. Regarde-moi ça comme il marche bien celui-là. Là aussi, comme tu peux voir, les roulements impec, niveau de l'usure, pas de souci. La couronne aussi, regarde, on a même encore carrément, regarde, on a même encore de l'anodisation noire dessus, du traitement sur les dents, pour te dire qu'il n'a pas roulé beaucoup. La noire arrière, comme dit, est un petit peu entamée, mais l'utilisateur avait mis donc ces petits joints. Moi, je les ai répartis différemment parce qu'il avait trop de joints derrière, donc la noire était complètement à l'avant. Et c'est ce qui explique cette usure. On va donc faire pareil à l'arrière. On va te sortir les 4 vis de cellule. Moi évidemment j'enlèverai tout le train avant-arrière plus tard. Enfin, dès que j'ai fini la vidéo. Alors ces cales en composite m'ont l'air bien solides, ça c'est sûr. Voilà. Pareil à l'arrière, on va aussi enlever un seul clips. Hors caméra, m'a dit hors caméra. Ils veulent voir comme le clips te saute à la tronche. Raté. Tas de mécréants. Après c'est un peu bizarre pour un engin entrée de gamme qui est fait pour un circuit. Des engins qui sont prévus pour les débutants pour aller sur circuit, d'avoir des accès aussi compliqués au diff. C'est pas compliqué, mais par rapport à ce qui se fait maintenant. Donc, je pense qu'évidemment sur les dernières versions, les JQ Black ou Yellow ou je sais pas quoi, il y aura un accès rapide à ces diffs. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus standard, mais les cales elles sont vraiment, elles sont pleines, hein. Elles sont, voilà, pour casser la cale il va falloir y aller, c'est sûr. Alors, on a des petites cales au niveau des triangles. Déjà, tu vois, quand tu démontes sur le terrain, ça devient vite embêtant ce genre de choses. Et là, la place, c'est trop ric-rac. Il faut séparer la barre stab. On va te faire ça. Hop. Comme ça, on est tranquille. Parce que c'est elle qui nous retient ici. Voilà. Donc diff arrière comme chez Losi. Avec petite cale pour le maintenir à l'intérieur.
que d'un seul côté par contre ici, qui en plus est vissé avec la fixation. Ça c'est pas con. Je suis pas fan de ces cales, j'avais pas fini sur la Lousie à ce niveau là, parce que tu vois là, si tu veux intervenir rapidement, c'est raté. Parce qu'après il faut reglisser les cales, il faut choper les gorges, surtout ce Lousie tu en as deux, donc c'est vraiment pas terrible. Et donc le diff arrière, lui, voilà, les diffs, les roulements pareil, non, ce machin il a vraiment pas tourné beaucoup. À l'arrière c'est pareil, je pense qu'on aura plus toute l'huile qu'on est censé avoir. Petite cale en caoutchouc partout, méfiez-vous, hein, n'en mettez pas, vraiment pas trop, il faut pas qu'il y ait de pression à ce niveau là, il faut juste qu'elle empêche le cardan de se barrer ou de bouger si besoin. Et ici à l'arrière aussi, regarde, tout est propre, mais plus assez d'huile dedans. Enfin plus assez d'huile ou pas, puisque pareil, pas de fuite, l'huile n'est pas sortie, et rien n'est bouffé. Tant mieux pour nous, ça c'est sûr. Donc pour finir d'enlever le train, une fois que tu as fait ça, il ne reste plus grand chose. On va le faire. Les vis du renfort arrière. Hop. Il est parti le train-train. Donc tout comme sur la Lousie, on va vérifier au niveau des tiges d'amorto, tout va bien. On enlèvera donc les amortos et on regardera sous les chaussettes si les pieds vont bien, s'il n'y a pas de champignons là-dedans. Là aussi on va enlever le demi-train de cette façon-là, en laissant les puits de la direction en place. Encore un peu de terre à l'intérieur des vis. Voilà. Donc direction aussi sur roulement. Et le plastique, franchement, hein, tout ce qui est triangle et tout, ça donne vraiment une bonne impression de solidité. Il n'y a rien à dire à ce sujet-là. Roulement avant, nickel. Là aussi, nickel. Roulement arrière, c'est pareil. Ah, là, tu vois, regarde. Celui-là est grippé. Bon, on fera les 4. Pour dire qu'on a fait les 4. Non, sérieusement. On fera les 4, comme ça, il n'y a pas de doute. De toute façon, quand il y a un côté qui commence, l'autre côté pas loin. Ouais, là on gratouille, ça me plaît pas. On va changer ceci. C'est sûr. L'autre chose aussi où tu vois si le véhicule a été démonté complètement, c'est qu'il suffit d'enlever le petit rail de côté. Et généralement, tu te retrouves avec, je vais te le faire, je vais te le montrer. Hop, la petite clé qui va bien. La visserie aussi, tu vois, malgré le lavage, je n'ai pas rouillé ni rien, donc niveau qualité, on est tranquille. Regarde, tu vois, c'est toujours plein ici à gogo. Pour ça que le mieux, c'est vraiment de tout démonter si tu veux dire que tu as checké tout ton véhicule à fond la caisse. Regarde, tu vois. Là, évidemment, pas de souci, puisque le vendeur était clair. Il a dit il l'envoie dans son jus. Et il était cool sur le tarot. Donc, tout le monde est content. Tout le monde sait où il en est. Le tout, c'est toujours d'être clair au moment de la vente sur la façon dont tu vends le matériel. J'ai horreur des sites professionnels qui te mettent véhicule révisé avec soin, patati patata, et ensuite tu te retrouves exactement dans cette config. Plein d'entre vous ont pu expérimenter ça sur un certain site. Sur les cales de train, il y a écrit low, puisqu'il y a, comme ce ne sont pas des cales en alu, donc il n'y a pas d'insert en plastique dedans, c'est la cale entière qu'il faut remplacer. Tu peux changer la position des triangles en hauteur par rapport au châssis de toute évidence, ou mettre une cale plus haute devant que derrière, ce qui te permettra d'avoir du kick-up à l'arrière. Le kick-up c'est quoi? C'est ça, regarde, tu vois, à l'avant on a toujours un kick-up puisque les obstacles arrivent par là, et les roues motrices en 4x4
tourne, ça te permet de franchir l'obstacle plus facilement. En deux roues motrices, les roues avant ne tournent pas, donc on a un kick-up énorme à l'avant. On a carrément les suspensions qui sont couchées vers l'arrière en général pour pouvoir encaisser le choc et relever le châssis. À l'arrière, la plupart du temps, on est droit et la plupart des constructeurs ensuite font un kick-up sur le train complet. C'est-à-dire que tout le train, soit tout le train est monté de cette façon-là, aussi un petit peu couché en arrière, soit uniquement les triangles. Pourquoi ils font pas un kick-up comme à l'avant? Parce que si tu fais un kick-up comme à l'avant, tu te retrouves avec le cul ici du châssis plus bas que le reste. Il y a une ou deux marques qui l'avaient fait ou qui le font toujours. On a ça par exemple sur le REVO, mais le REVO c'est super haut point de vue caisse. On a le skid plate en dessous, il y a tout le bulkhead, c'est pas un problème, ça ne dérange en rien. Et c'est ce qui explique aussi la super tenue de l'engin en tout terrain. Les vis qui sont dans la lue. Deux solutions. Soit tu essaies de les débloquer quand même, tout de suite. Soit tu les chauffes direct. Là on va essayer, en douceur. Tout va bien, regarde. Celle-là elle coince, tu vois, c'est pas la peine de forcer, tu sens qu'il y a de la résistance, t'insistes pas. Celle-là elle sort. Celle-là elle sort. Celle-là elle coince. Celle-là elle sort. Donc on va sortir celles qui sont sorties. On a effectivement l'octite partout. Parce que je vais te montrer un truc. Si c'est possible de le faire. Attention, c'est pas forcément possible. Ça dépend. Non, c'est bon, il n'y a pas de rainure. Voilà. Donc on a ici une vis qui est bloquée. Mais comme on a pu en enlever une des deux, on a ici un point de pivot. Tu peux donc déplacer, tu vois, la pièce. Regarde. Tu vas évidemment dans le sens de desserrage pour la déplacer. Et maintenant, on devrait pouvoir, peut-être éventuellement, voilà, c'est bon, c'est fait. Hop, desserrer la vis. Tu as vu, une tonne de loctite dessus. Parce que c'est dans la lue. On va essayer de faire pareil à l'autre. Voilà, tu vois, regarde. Regarde ce qui se passe là. C'est que la tête de vis carrément est restée collée au châssis. À cause de la loctite. Donc, on a le pas de vis qui force, on a la tête de vis qui force, impossible à desserrer. Une fois par contre que tu as enlevé la pièce derrière qui est bloquée, tu vois, ça sort sans problème. C'est la même chose à ce niveau-là, seulement ici tu vois aussi les puits sont capturés dans le châssis, impossible de les tourner. Donc là, tu prends ton petit chalumeau à crème brûlée et tu chauffes là-dessus, tu fais le tour tranquillement pour faire chauffer la chose. Si tu veux démonter les puits, là c'est pas la peine, on va pas pousser le bouchon et les démonter, on va le laisser dessus. Le châssis est de super bonne qualité. On a vraiment la dose d'alu, ils ont fraisé où il faut. C'est pas mal. Ça pourrait être un peu plus léger, il est assez massif quand même, mais de l'autre côté, au moins comme ça, t'es tranquille. Je préfère avoir un châssis un peu plus lourd qui encaisse que... C'est vrai que si tu fais un châssis plus léger, qu'il te faut 36 000 trucs ensuite pour rigidifier l'ensemble, c'est pas top. Le seul avantage, c'est si tu as un châssis flex, c'est d'avoir des possibilités de le rigidifier différemment selon le terrain, pour avoir plus ou moins de flex. Ce qui est bien aussi sur ce petit RTR, c'est qu'on a déjà ici la petite top plate en ferraille. Toute simple, hein, c'est juste de l'alu pressé. Tout cool, tout moulé. Suffit large, fait le travail. Beaucoup de marques, même par exemple Hot Body, qui est très cher, vous avez ici une grosse plaque en composite qui remplace cette petite plaque en alu. Alors on se dit c'est dommage parce qu'il y a du carbone partout sur la machine. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis du composite en haut? Parce que ils sont peut-être plus rigides sur le montant ici et ils ont préféré avoir un minimum de flex à ce niveau-là. Ça après, on n'est pas dans les calculs de force et les machins, de savoir ce que eux ils font pour savoir comment faire ce qu'il faut au niveau solidité. De toute évidence, plein de marques maîtrisent ça, il n'y a pas de problème. Après, chacun fait des choix. Il y a S-Works qui nous fait une plaque en carbone ici par exemple, c'est bien et c'est pas bien, parce que le carbone sur les gros chocs ça peut craquer. Donc en course, si tu te loupes sur un saut, tu te tapes méchamment, tu peux craquer la plaque en carbone devant. Ta course est arrêtée, alors qu'avec une partie par exemple comme chez Hot Bodies en plastique, ça va flexer, ça va réussir. Là on a la plaque en alu mais on a le plastique derrière, donc ça va flexer aussi. Évidemment après il faut des gros chocs quand même pour casser ce genre de choses, mais c'est possible. Moi vraiment ce que je préfère sur cette machine, c'est ça. C'est la multitude de points d'ancrage possibles pour le train arrière. C'est géant. Voilà.
N'oubliez pas toujours que ces vidéos de démontage sont pour tous ceux qui possèdent la machine ou ceux qui sont curieux et évidemment surtout le propriétaire. Cette machine appartient à quelqu'un et elle va être transformée en petite machine de bâche rallye avec une carreau incassable. Donc elle n'a pas besoin d'être en super méga état, il faut qu'elle soit suffisamment bonne pour tenir la distance. Hein, après une histoire de tarif aussi évidemment. J'essaie le plus possible toujours de rester sous le budget qu'on m'a demandé, comme ça on a une petite marge, et si besoin on peut encore prendre l'une ou l'autre pièce neuve ou option nécessaire pour que tout le monde soit content. Voilà, donc je remercie encore une fois ici le vendeur, parce que super machine, super état comme décrit. Moi je vais finir mon nettoyage, on va pas changer les huiles, on va en mettre. On peut laisser le petit film d'huile qui était dedans, qui marche à merveille, tu vois. Ça a suffi. Pour te dire quand même que c'est de la bonne qualité, il y a des machines, c'est sûr que quand tu es arrivé à ce niveau d'huile là, c'est mort. Tu chauffes la cellule et le croisillon ici se promène dans le carter parce qu'il découpe le carter. Une fois que c'est chaud, là on a fait quand même un pack complet avec le 2700. Enfin j'avais roulé un peu dans la rue, ensuite on a fait ensemble un petit pack une dizaine de minutes comme des azous dans la prairie, et pourtant tu vois, tout a tenu parfaitement. Le mini cadre arrière aussi a pas trop d'huile, vraiment juste la petite noix. Donc à la limite, tiens, ce qu'on va voir, voilà, ça c'est quelque chose qui m'intrigue. On va voir quelque chose. Je veux voir le diamètre de sortie. Bon là on le voit dedans aussi, mais c'est pour vous. Et l'autre il prend la pince coupante, bah ouais elle est faite pour ça. Enfin, c'est ma pince coupante que j'utilise pour ça. Je la mets entre les deux pièces et je sors. Et là tu vois, par exemple, on n'a pas un roulement étanche ici, à l'entrée. On a bien un roulement d'étanche sur les roues. Après c'est vrai qu'il est protégé par la noix. Il est nickel. Et diamètre d'axe de sortie, ça c'est un peu dommage. Par exemple sur Bitech, ils les ont rabotés à 5 ou 6 mm. Tu peux pas mettre n'importe quoi. Là aussi il y en a 6. Donc même non, chez Bitech c'est même plus petit que ça je crois. Et résultat, tu ne peux pas mettre des noix qui proviennent d'ailleurs. Par exemple chez Obao c'est du 8, là on est en 6, ça va pas. On ne pourrait pas monter une noix Obao là-dessus. Sauf si on utilise un esclave. Un esclave, c'est-à-dire un tube qui fait 6 mm de diamètre intérieur et 8 d'extérieur pour adapter une autre noix, ou une noix par exemple. J'ai des noix ici de Sen GSTE par exemple qui sont monstrueuses. S'il me reste un petit esclave comme ça, je passerai par ça. Comme ça, on aura même plus, on aura même viré la seule et unique noix qui est endommagée sur le véhicule. Toutes les autres sont impec. Tu vois, il n'y a même pas de saleté au fond. C'est génial. Et j'ai rien oublié. Peut-être que si, mais c'est pas grave, on verra ça au prochain épisode. Salut les mecs!